Et nous sommes en direct avec le journaliste d'Afrique 21, Rémi Carayol. Bonsoir. Ce genre d'annonce a une résonance particulière, évidemment, en plein bisbis entre la junte malienne et la France. Après les dernières accusations également du Premier ministre malien Choguel Maïga, qui a déclaré que l'engagement militaire français avait permis aux djihadistes de s'emparer d'une partie du pays. Est-ce qu'on peut parler de guerre informationnelle, Rémi Carayol ? Oui, on peut parler de guerre informationnelle. On est même plus que dans une guerre, là, on est un peu dans un combat de catch en fait entre les autorités françaises et les autorités maliennes, puisque les déclarations sont toutes plus incendiaires les unes que les autres. Et là, c'est vrai que le Premier ministre malien a fait fort il y a 2 jours lorsqu'il a effectivement comparé notamment les légionnaires français à des mercenaires, mais aussi lorsqu'il a indiqué que la force Takuba avait été conçu pour diviser le Mali, pour le trancher, puisqu'il a expliqué que Takuba signifiait sabre dans plusieurs langues du pays. Donc on est vraiment dans une espèce de combat des mots qui est assez surprenant parce que, au-delà du fait que dans les relations diplomatiques c'est relativement rare, mais en plus il ne faut pas oublier qu'on parle de 2 États qui étaient censés être alliés il n'y a pas si longtemps que ça, et il faut rappeler, et d'ailleurs le bilan de cette opération Takuba avec les FAMA l'a rappelé, il faut rappeler que pour l'instant sur le terrain, les opérations conjointes continuent. Alors justement, on a entendu dans le sujet d'Oumi Diallo, le chef d'état-major des armées françaises, parler d'un véritable esprit Takuba, les mots sont forts. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décalage finalement entre ce qui se passe au sommet de l'État et le terrain ? Alors, il y a un décalage évident, puisque quand le Premier ministre du Mali dit que Takuba est une force ennemie et que le lendemain, le bilan annoncé par les FAMA et par l'armée française fait état d'une opération étant présentée comme un succès, il y a ce décalage, il y a un vrai fossé, effectivement. Cela étant dit, ce fossé, on va peut-être le voir dans quelques jours, va peut-être être comblé si la France annonce, comme cela semble être, on va dire, l'option la plus sérieuse aujourd'hui, annonce le retrait de la force Barkhane et aussi de la force Takuba, parce que finalement l'un ne va pas sans l'autre. Cette annonce pourrait intervenir dans la semaine prochaine, en tout cas aujourd'hui, sur la table à la fois du président de la République française, mais aussi de tous les responsables européens. C'est l'option numéro 1, celle qui est le plus envisagée. Peut-être même que la décision a été prise. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour l'annoncer, mais en tout cas, c'est de très loin aujourd'hui la première option. Parmi les dirigeants français, mais aussi européens, et aussi parmi les militaires, la hiérarchie militaire française, on ne voit vraiment pas comment on pourrait continuer dans cette situation à combattre sur le territoire malien. Mais du coup, est-ce que ces opérations de communication peuvent influer dans un sens ou dans l'autre ? Retrait ou non des soldats français du Mali ou même de la force Takuba ? Bon, quand on entend le Premier ministre malien, on a du mal à ne pas croire que c'est son objectif à lui. En tout cas, quand on fait de telles déclarations, l'objectif semble être de dire maintenant il est temps de partir. La question qui se pose, c'est finalement pourquoi il ne le fait pas d'une manière officielle et claire. Ça, il y a beaucoup d'hypothèses à ce sujet. Moi, j'ai pas la réponse. Mais c'est sûr que dans les discours officiels, encore une fois, du Premier ministre de la transition, ce semble être l'objectif. Mais tout le monde n'est peut-être pas d'accord au sein de ce régime de transition. Il y a clairement des tendances. Il y a parmi les membres de la junte des militaires qui estiment que la présence, l'aide, le soutien de l'armée française est encore nécessaire. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut passer à autre chose après 9 ans d'une intervention qui n'a pas abouti à un quelconque succès. L'autre actualité, c'est l'éventuelle présence de Wagner au Mali évoquée par Vladimir Poutine, alors que les autorités maliennes démentent. Comment démêler le vrai du faux dans tout cela ? C'est très difficile et les journalistes qui affirment doctement des vérités, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que ce que l'on sait, parce que ce sont des sources
diverses, issues de divers milieux qui nous le disent, c'est qu'il y a aujourd'hui, depuis quelques semaines, des hommes blancs, probablement russes, qui sont sur le terrain, dans le centre du Mali notamment, et dans la région de Tombouctou. Plusieurs sources locales l'affirment. Et ensuite, il y a des sources françaises, pour la plupart, qui disent « c'est Wagner ». Mais moi, personnellement, j'ai cherché à savoir, et je pense que beaucoup d'autres journalistes ont cherché à savoir, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que c'est Wagner. Ça semble être effectivement des éléments qui n'appartiennent pas officiellement à l'armée russe et qui donc sont censés être là pour le compte d'une société privée, mais on ignore laquelle en fait. Et de fait, Wagner est une société qu'on peut difficilement qualifier de toute manière, puisque c'est une société qui n'existe pas officiellement. Lorsqu'on voit comment elle a fonctionné en Centrafrique, en fait, on va dire la nébuleuse Wagner a créé des sociétés de droit centrafricain qui ont par la suite opéré sur le sol centrafricain. On peut imaginer que c'est la même chose au Mali, mais on n'en a pas aujourd'hui d'éléments tangibles qui nous permettent de l'affirmer en fait. En tout cas, les autorités maliennes ont fait savoir ce mercredi qu'elles étaient en discussion avec la CEDEAO et d'autres partenaires pour trouver un compromis sur les échéances pour un retour des civils au pouvoir après les sanctions économiques, la fermeture des frontières. Est-ce le début de la fin du bras de fer entre la junte et l'institution sous-régionale ? Le début de la fin, ça me semblait être un peu rapide comme hypothèse, étant donné qu'aujourd'hui et depuis quelques semaines, voire quelques mois, il est très difficile de savoir concrètement ce qui va arriver le lendemain parce qu'on est tous plus ou moins pris à contre-pied. Ce qui est sûr, c'est que les négociations, le contact n'a jamais été rompu entre la CEDEAO et la junte. Il y a des chefs d'État au sein de la sous-région qui ont toujours gardé le contact, notamment les autorités togolaises, et même au sein même de la CEDEAO, le contact n'a pas été rompu avec la diplomatie malienne. Donc ces discussions, elles sont en cours depuis plusieurs jours, elles vont se continuer pendant plusieurs jours. Il va y avoir des négociations sur la durée de la transition. La junte a déjà annoncé qu'elle était d'accord pour revoir ses ambitions peut-être à la baisse, mais ces ambitions à la baisse, quant à la durée notamment de la transition, pourraient être contrebalancées par d'autres revendications ou d'autres arguments donnés par la junte. Et déjà, on commence à évoquer peut-être la possibilité que des responsables de la transition puissent éventuellement se présenter à la prochaine élection présidentielle. Comme qui, par exemple ? Rapidement, s'il vous plaît, Rémi Carayol. Il nous reste quelques secondes. Le nom qui revient souvent, c'est celui d'Assimi Goïta, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il incarne pour les populations maliennes la figure, en fait, de cette transition. Merci, Rémi Carayol. Je rappelle que vous êtes journaliste à Afrique 21.